Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau Entrepreneus. Comme vous le savez, nous sommes en radio pendant quelques temps. Donc pour la première fois, aujourd'hui, moi-même, je découvre un petit peu ce studio qui est super bien. Franchement, c'est assez sympa. On est confinés, on est entre nous. Et on ne va pas pouvoir parler d'agriculture comme on vous l'avait dit. Donc cette année, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur nos territoires au niveau agricole, bien évidemment. Et on commence notre première chronique de cette saison. Donc enfin on y arrive, hein. C'était un petit peu tumultueux parce qu'il y avait pas mal d'actualités quand même à couvrir depuis la rentrée de notre émission. Donc ce soir nous sommes avec deux hommes qui sont venus pour la première fois en plateau, qui vont se présenter et ils vont nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Déjà, ils vont nous expliquer ce qu'ils font, donc quel est leur métier exactement, quelles sont les différentes difficultés qu'on rencontre sur notre territoire, comment est répartie notre agriculture, ce qui fonctionne ou pas, et comme ça on pourra lancer un petit peu cette chronique annuelle avec ces messieurs. Alors, bonsoir messieurs, merci à vous d'être là ce soir. Merci de l'invitation, bonsoir. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je t'en prie. Moi c'est David, du Lamentin, agriculteur. Ça va. C'est tout? Pour l'instant. Pour l'instant. Alors, bonsoir, allez-y. moi c'est Johan, du coup je suis de Petit-Bourg mais je suis sur Sainte-Rose. Je suis aussi agriculteur et agroforestier, producteur de vanille, avec ma mère. Ah, bien. Voilà, sous le modèle ancestral guadeloupéen. C'est-à-dire qu'on fait de la vanille en sous-bois, sans intrants, et on griffe à la gueule d'orfier, et on fait sécher, maturer, et voilà. Ah, d'accord, franchement c'est très bien, donc ça fait plaisir. En plus ça aussi c'est un produit local que vous développez, donc comme ça va m'emmener directement à ma première question, puisque c'est la même que je pose aussi pour les artisans. Comment ça se passe au niveau de la distribution? Est-ce que vous êtes vendu par exemple en grande surface ou dans plusieurs magasins? Comment ça fonctionne? Alors, pour l'instant c'est une filière qui est en restructuration, c'est-à-dire qu'on a un groupement qui s'appelle APAGUA. C'est l'association pour la promotion de l'agroforesterie guadeloupéenne, et donc qui regroupe pas mal de membres, surtout sur le Nord Basse-Terre. Et donc du coup on a remis au goût du jour la culture avec les us et coutumes d'avant. Et donc du coup pour la distribution, c'est-à-dire qu'il faudra avoir une production assez achalandée pour pouvoir distribuer en grande surface. Et en fait la vanille c'est minimum 4 ans. À partir d'une liane qu'on a déposée en forêt, pour qu'elle devienne adulte, elle donne la première fleur. Et c'est-à-dire qu'après avoir fait l'acte de pollinisation, s'il y a fécondation, il faut attendre 9 mois pour récolter une gousse. Et après, dès qu'on a récolté une gousse, il faut la griffer, donc, pour qu'elle puisse rentrer en processus d'affinage. Et là, il faut encore attendre à peu près 8 à 9 mois. C'est un vrai bébé là. Donc ce qui donne 6 ans, c'est ça. Pour avoir une gousse noire de qualité. D'accord. Bon, c'est très bien. En tout cas, c'est bien. C'est très bien de travailler cette matière. Et vous, alors, du coup, je reviens vers vous. Qu'est-ce que vous produisez? Bon, en fait on est en Guadeloupe, en fait on essaie de faire ce qu'on peut déjà, parce qu'on a un manque de terrain, un manque de foncier. Et lorsqu'on a du foncier, on n'a pas d'irrigation. Donc après on se demande pourquoi au Lamentin on fait autant de cannes, parce que tout le monde dit que la canne ne rapporte pas. Mais en fait on se rend compte qu'il n'y a pas d'eau en fait. Donc les gens font de la canne parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et que voilà, je pense que si les gens pouvaient planter de l'igname à 3 € le kilo, de la tomate, de la laitue, des aubergines, enfin, même du curcuma, tout en fait. Tout, bien sûr. Bien sûr qu'il faut de l'irrigation, et puis sans irrigation, on se met à faire de la canne à 80 € la tonne, donc 8 centimes le kilo. Et en général, c'est plutôt l'opérateur de canne qui gagne de l'argent là. Ça. Oui, ça, on a vu ça quand il y avait les différentes personnes qui travaillaient dans la canne. Bon, on va développer après, mais encore d'autres soucis après. Comme des syndicats qui ne sont pas d'accord entre eux, il n'y a pas d'unité, il manque d'unité, il y a un manque d'implication. En fait. Voilà. Et je pense que par rapport à notre histoire, on a le droit de faire ce qu'on a envie de faire quand même. Normalement. Parce que théoriquement, tous nos grands-parents étaient agriculteurs. Et là, apparemment, il n'y a que 2% des Guadeloupéens qui sont dans l'agriculture en ce moment. Oui, ça par contre, on a beaucoup perdu. Pareil pour la pêche. En plus, il y a des chiffres, donc ça ne sort pas d'un chapeau. Quoi.
Et je le rejoins par rapport au foncier, par exemple, pour mon cas de figure, et celui de ma mère et d'autres agroforestiers. Nous, on travaille avec la forêt départementale, qui est sous le chapeautage de l'ONF. Et c'est-à-dire qu'on est sous une concession ONF, donc on a un bail à fermage de 9 ans. Et donc, du coup, ça marche par maintenant 2 hectares. On nous alloue sous un appel d'offres, donc on passe le machin, tu fais les papiers, et si on te l'alloue, tu peux commencer à travailler. C'est-à-dire qu'on commence à travailler, à investir la forêt et à faire ce qu'il y a à faire, mais comme j'expliquais, ça prend du temps. Donc un agriculteur, il a besoin de manger. Donc en gros, il faut cumuler soit d'autres cultures, donc si vous avez du foncier avant pour pouvoir par exemple faire de l'élevage ou du maraîchage, du vivrier, etc. Mais on doit avoir une double casquette, voire une triple casquette au minimum, pour pouvoir essayer de commencer à se développer et avoir demain arrivé à une situation pérenne, quoi. Et du coup moi c'est mon cas, moi je travaille à côté, je suis marieur professionnel et donc du coup ça me prend énormément de temps et d'énergie, mais je suis focalisé sur mon but final, c'est de vivre de ma vanille. Et donc du coup pour ça il me faut beaucoup de pas énormément d'hectares, mais il me faudrait au moins 8 ou 10 hectares pour pouvoir réellement vivre et faire vivre ma famille demain avec. D'accord. Est-ce qu'au niveau, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Après, vous m'avez envoyé une carte que j'ai trouvée pas mal intéressante de la répartition des différentes choses qu'on trouve sur le territoire. Donc, est-ce qu'au niveau du foncier, alors parce que c'est vrai que pendant la semaine agricole, j'avais reçu pas mal de gens et ça tombait sur la même période où il y avait tous les problèmes avec la SAFER et tout. Est-ce qu'au niveau du foncier, vous pouvez nous expliquer quel est le problème ? Le problème est simple, c'est qu'en fait, déjà ceux qui sortent du lycée agricole avec un BTS en poche, déjà ils ont droit à une subvention qui peut aller jusqu'à 70 000 euros. C'est disponible jusqu'à 40 ans. Donc théoriquement, tu as 18 ans pour l'avoir. Il y a 5 ans qui passent. Ensuite 5 ans d'autres, 5 ans de plus, ça fait 10 ans. Et 15 ans, et puis 18 ans, c'est vite passé en fait. Donc du coup, tu n'as pas la DGA que tu es censé percevoir, tu ne l'as pas. Et en plus, si on t'installe à 40 ans et que tu dois cotiser 41 ans, je sais pas quoi, pour avoir une bonne retraite, mais 40 ans plus 41... Alors, le paiement que les gens n'ont pas, ça c'est l'État. Mais en fait, l'État te donne... c'est un fonds européen. C'est une dotation. La PAC agricole, voilà, c'est une dotation aux jeunes agriculteurs. Et pour l'avoir, il faut t'installer. Voilà. Il faut avoir un terrain, quoi. C'est ça. Mais c'est normal, parce que si... T'as beau avoir un diplôme agricole, comme il disait bac ou BTS, qui te permet d'accéder au statut d'agriculteur, d'exploitant agricole, mais derrière, il faut que tu aies du foncier pour pouvoir déposer ta demande de dotation à jeune agriculteur. D'accord. Après, tout le monde n'est pas censé être installé. Je veux dire, quelqu'un, il peut s'installer, m'embaucher après, c'est pas un problème. Oui, on ne va jamais installer tout le monde. Hein. Mais je pense qu'on le pourrait largement. Alors, il me semble, d'après ce qu'on m'a dit la dernière fois, que là, il y a 300 jeunes agriculteurs qui sont censés être installés et qui ne sont pas encore installés. Est-ce que c'est ça ? J'en fais partie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Je vais revenir sur un passif récent. Je suis revenu de métropole en 2019, novembre 2019. Je suis cuisinier de formation, chef. Donc je suis revenu avec un emploi ici, etc. Et après le Covid a pété, donc restrictions, etc. Ça a été un peu complexe et tout. Et de par l'APAGOA, j'ai été faire des formations un peu... je dirais pas à la place de ma mère, puisque je suis aide agricole aussi. Et donc du coup je suis allé me former en vanille. Et à travers ces formations-là, j'ai rencontré d'autres jeunes agriculteurs qui ont passé le BPREA. Donc brevet professionnel, responsable d'entreprise agricole, c'est la manière la plus simple pour accéder au statut d'exploitant agricole. Et donc du coup je me suis inscrit à une session et j'ai été retenu. Et déjà le calvaire a commencé. Le Pôle emploi m'a dit qu'il me donnait 2 000 euros sur les 12 000 qui coûtait la formation, qu'il n'y avait pas de chèque qualification région alors qu'il y a un chèque qualification. Donc on nous a envoyé par là. On nous a fait rentrer en formation en nous disant que plus tard, on nous a redemandé les mêmes papiers 3 fois, jusqu'à temps que 3 ou 4 mois plus tard, la région débloque les fonds. On devait avoir une rémunération puisqu'on est des adultes quand même. On a un loyer à payer, certains ont des familles, certains même parce que dans le groupe, moi je vais avoir 36 ans. Il y en avait qui avaient, le plus jeune avait 21, il y en avait un de 25 et après on avait plus de 30 ans quoi. Et je vais voir des gens de la cinquantaine. Et même des gens aussi en fin de carrière qui ont droit
à aller faire une reconversion, histoire de voir. Et donc du coup, pendant 10 mois, on n'a pas été payé. Pendant 8 mois, pardon. La formation dure 10 mois. Il faut savoir que la formation, elle cumule, je crois, 1300-1400 heures. En Guadeloupe, il y a 600 heures qui disparaissent. C'est atypique qu'à la Guadeloupe. Donc ce qui va vous donner l'accréditation d'être vraiment un responsable d'entreprise agricole aguerri, ça n'y est pas. Donc ça, c'est un problème de gestion de notre Pôle emploi local, peut-être. Ouais. Bon, je pense on que va leur poser, moi je oui. les inviterai un jour et on va peut-être leur poser la question sur comment peut-être débloquer cette situation. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas tout seul sur ce. Déjà, pour moi, l'organisme de formation, en fait, s'il reçoit une formation qui coûte 200 000 euros, pour moi, il faut qu'il ait les 200 000 euros avant que la région lui donne, en fait. Parce qu'en fait, c'est toujours le formé qui doit payer le retard. En fait, il a dit qu'il n'a pas été payé pendant 10 mois, c'est ça ? 8 mois. 8 mois. Ouais, la formation dure 10 mois. Mais 3 mois, c'est le temps qu'il faut pour que tu sois interdit bancaire. 3 mois sans payer ton crédit interdit bancaire, 3 mois sans payer ton téléphone, ta ligne résiliée. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours une autre. Dans ton frigo, tu c'est toujours le formé. C'est toujours le Il fallait que j'aille travailler à côté, j'allais jobber. Des fois, j'étais absent en cours parce que j'allais travailler. Et en fait, au départ de la formation, je cumulais mon travail. J'étais cuisinier à la mer, à DE, et je faisais la formation à la montagne. Et à un moment, j'ai explosé, j'en pouvais plus. Et du coup, mon but, c'était vraiment de l'agriculture. Donc, j'ai choisi. Mais j'ai duré un petit peu, comme dit, un trimestre. Et au bout de 4 mois, j'ai plus d'argent. Du coup, c'est pas tenable. On devient fou, quoi. En fait, dans un monde parfait, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Tu as 10 000 euros sur ton compte. Tu les utilises. C'est ça. Après, quand on te paye, tu les remets à sa place. Mais quand tu les as pas. En plus, c'est jamais la faute de personne, en fait. Il y a une culture de responsabilités en Guadeloupe. Pas chaque fois, t'as pas moins, en fait. C'est toujours à cause de celui-là. Mais oui, t'inquiète pas. D'accord. Alors, déjà, on va afficher la première carte du territoire. Vous allez nous expliquer un petit peu. Donc, l'occupation du territoire par type d'espace. Donc ça, ce sont les différentes choses. Alors, je ne sais pas si c'est très clair pour les téléspectateurs. C'est vrai que nous sommes en radio. Donc, ça, c'est ce qu'on cultive chez nous. C'est ça, c'est la manière dont c'est réparti. Ça, c'est les classifications des terrains. Parce qu'en fait, on verse la forêt. Donc les espaces forestiers, par exemple, c'est l'espace que vous utilisez pour la vanille. Pas tout ça. Non, enfin pas tout ça, puisque il y a vraiment le relief, la chaîne. Au niveau de on va dire que sur le littoral, il y a vraiment le littoral, on voit bien les espaces agricoles comme c'est notifié. Où c'est plus de la plaine, ou du faux plat. Et c'est vrai qu'en vanille, on va commencer à rentrer en forêt parce qu'il faut le couvert forestier pour qu'on puisse cultiver la vanille. Ça se fait pas en plein champ. D'accord. Moi, j'ai une question. Pour la vanille cultivée sous le modèle agroforestier. Après, les cultures semi-intensives et intensives, c'est autre chose. Mais là, on part sur autre chose. L'agroforesterie, c'est génial, parce qu'en fait, au lieu d'investir sous des serres, des bâches, des tuteurs de tout l'investissement qu'on va avoir en matériel, en irrigation, etc., on l'a pas. C'est les arbres, en fait, la serre, c'est les feuilles. C'est vrai qu'au niveau investissement matériel, c'est vraiment un moindre coût. Mais ça demande énormément, beaucoup plus de temps, d'investissement physique que d'autres cultures. D'accord. La SAFER, là, pour cette histoire de terrain, c'est eux qui sont censés répartir les terrains pour les gens ? Oui, c'est la SAFER qui a l'usufruit de... je sais pas comment... Enfin, c'est tout simple. Enfin, oui, c'est eux, l'organisme qui a le droit de regard. Et qui va dire... je continue, par exemple, si M. Vaïtilingon veut me vendre à moi, M. Alaise, un terrain agricole, il a le droit, mais sauf que la SAFER a le droit de préemption, c'est-à-dire qu'il faut que ça passe par leur table et qu'eux, ils valident cette vente. Même si nous en mis nous les 20 ensemble, ils disent non, là c'est tard, pas de problème. Si 10 hectares avec un moment D ou 3, mais la SAFER peut dire non et elle récupère le terrain pour le mettre à disposition à quelqu'un d'autre. Ça peut être possible, c'est ce qu'on appelle le droit de préemption. C'est soi-disant fait pour pouvoir protéger. Là-bas, c'est pas une mauvaise chose à la base. Oui, voilà. C'est comme toutes les bonnes choses, comme le poids de mer, etc. C'est beau sur le papier, une fois que. Donc c'est quoi ? Si à la base c'est pas une mauvaise chose, donc c'est quoi le problème ? Pourquoi il y a autant de problèmes en Guadeloupe ? Je crois que la SAFER a été créée parce qu'il y a eu beaucoup de démembrement de terrain en fait. Parce qu'en fait le grand-père avait peut-être 20 hectares, il a eu 3 enfants, 3 garçons peut-être, il sépare le terrain en 3, donc on se retrouve avec 3 parcelles de 7 hectares ou 6.
Ensuite, lui, il a encore des enfants, donc il ne sait pas encore son terrain. Donc en fait, tu pars d'une exploitation de 20 hectares et tu te retrouves avec peut-être 20 parcelles de 2 hectares. Donc c'est pas rentable. Donc la SAFER, je crois, a été créée pour ça, pour remembrer un peu tout ça. Et donc normalement, du moment que les remembrements ont été faits, la SAFER a dû être dissoute en fait. Parce qu'elle a eu elle a été créée pour faire ça. Bon, sauf que. Mais c'est pas seulement en Guadeloupe, hein. Même en France, c'est national, ouais. pareil. C'est national. Et voilà, donc, c'est devenu un peu des sociétés immobilières. D'accord. Là aujourd'hui en Guadeloupe, il n'y a pas de solution pour cette histoire de SAFER. C'est quelque chose qui traîne, c'est ça, hein? C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne la place. Les anciens ont fait leur temps et du coup maintenant c'est nous les acteurs. Et les jeunes ont des difficultés à rentrer justement. Ah ouais, mais écoutez, il y a des gens qui ont passé le BPREA. Je vais prendre l'exemple de Boris Damas, qui est en plein essor, je dirais en pleine réussite, qui est vraiment très visible et tout. Je pense que vous connaissez déjà le producteur de volailles bio. Il a dû galérer 7 ou 9 ans avant d'arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Alors que tout le temps, tous nos politiques nous disent qu'on est sur une histoire de développer mais moi j'ai fait un stage chez lui, il est venu aussi il est venu au CFPP faire des interventions pour nous et on a été faire aussi un gros coup de main chez lui et donc Boris nous a dit de ne pas lâcher et qu'en fait si t'es pas focus et que tu vas pas tous les jours, tu n'auras rien. Et c'est de par rapport à sa compagne, sa femme, qui lui a permis d'accéder au foncier, mais sinon il n'aurait pas eu de foncier, il ne serait pas ce qu'il est maintenant. Donc voilà, il y a eu... Non, mais tout le monde n'a pas une femme qui te donne du foncier. Mais voilà, exactement. On peut pas... On doit dire reste focus, mais en fait, ça marche. Il y a d'autres personnes qui attendent depuis 9 ans d'avoir un terrain par rapport à la SAFER, qui répondent à des appels d'offres et qui ne sont pas servis. Et pourtant qui ont toutes les caractéristiques pour pouvoir créer une exploitation viable et pérenne. J'aime bien ce mot, la pérennité. Ouais, que ce soit. Donc ça, mais en réalité, ça c'est un problème politique. Moi je pense, c'est politique et c'est vraiment humain, c'est de la mafia. Mais bon, je ne vais pas rentrer, je ne connais pas les détails. En fait, moi, ça qui me choque, moi, c'est en fait, on peut pas révoquer, en fait, on n'arrive pas à révoquer quelqu'un alors qu'il y a des, peut-être, je ne dis pas qu'il y a des preuves, hein, mais ne serait-ce des fois que pour l'ordre ou l'ordre public, en fait, je sais pas comment on appelle ça. Des fois, si la population veut révoquer quelqu'un, elle doit pouvoir le faire. Je crois que c'est dans la Constitution française, le référendum, c'est ça? On n'est pas d'accord, tout le monde. On parle de ça, référendum de vote révocatoire, et ça bouge, quoi. Dans les faits, il y a quoi? Il n'y a rien. D'accord. Bon, un deuxième sujet dont je voudrais qu'on parle, c'est l'histoire des vols pour l'agriculture. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup, pas mal, puisque les gens sur notre territoire, c'est pas fait comme sur le territoire hexagonal. C'est-à-dire que là-bas en France, les gens vivent là où ils cultivent, ce qui n'est pas notre cas ici sur notre territoire. Et vous m'avez envoyé pas mal de photos, donc on va les faire défiler. Et donc ça, c'est le fameux jardin créole. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous nous avez envoyé ce genre de photos? Ça, c'est des photos que je reçois sur mon fil d'actualité. En suggestion, en fait, c'est par rapport à un algorithme, un truc comme ça. Mais ça, c'est des pages du monde entier, américain, canadien, etc. Et puis là, je vois que c'est le jardin créole, en fait. Donc ça, concrètement, sur notre territoire, il faudrait qu'on arrive à ça. On était déjà comme ça avant. Mais c'est ça, mais déjà la base du jardin créole, c'est quoi? C'est parce que l'esclave avait un tout petit lopin de terre donné par le maître et il rassemblait tout. Ce qu'il avait le droit de cultiver, d'élever. Ses plantes médicinales, ses plantes vivrières, ses plantes maraîchères, ses plantes aromatiques. Et aussi pour la beauté, des fleurs, tout ça, ça dépendait tout un chacun. Et donc du coup, au fil du temps, ça s'est agrémenté et ça a donné ce qu'on connaît aujourd'hui, le jardin créole. Il avait aussi ses poules. Qui est en train de se perdre. Voilà, il y avait les animaux. Voilà, c'est ça. Il n'avait pas mangé le lendemain, il était dans le canari. Après, ça donne un sac vertueux. Donc des fois, un samedi soir, matin, on se fait réveiller par un cochon. Alors, c'est ça, ouais. Et ne pas mort. Hein. Alors, pourquoi j'ai mis quand même ces photos que vous m'avez envoyées, c'est puisque les agriculteurs maintenant demandent à pouvoir vivre, c'est-à-dire d'inclure
le logement dans les terrains qu'ils auront maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que déjà, si c'est compliqué d'avoir un terrain juste pour pouvoir cultiver, donc qu'est-ce que vous pensez du fait que les jeunes, enfin de plus en plus de jeunes, disent que pour éviter le vol, pour éviter la fatigue, que ce soit compliqué, qu'ils voudraient mettre un système comme en Hexagone, où la personne vit sur son lieu où il cultive ses c'est déjà le cas en fait. Si tu es propriétaire, mais il faut être propriétaire, si tu es propriétaire d'un terrain agricole, si tu n'as pas encore de maison ailleurs, voilà. Il faut que ce soit ton exploitation principale. Primo-accédant, ça s'appelle, je crois. Ouais. Et tu peux construire. Je ne sais plus exactement le terme. Après, tu ne pourras pas construire un château non plus. Mais oui. Le but n'est pas de déclasser pour y vendre. Après, est-ce que les gens sont prêts aussi à vivre d'une autre manière? Parce que tous les terrains ne sont pas lotissables, c'est-à-dire de mettre le voies et réseau, tout à l'égout, etc., etc. Je prends l'exemple de ma mère qui vit en habitation isolée. Elle est au solaire, récupération d'eau pluviale. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir soit s'adapter ou se réadapter à un mode de vie qui est dit archaïque, mais en fait qui est super. Et d'ailleurs, ce matin, nous étions au salon de l'habitat encore, et on est en train de revenir à ça. C'est ça. Mais moi, ce qui se passe pour moi, c'est qu'en fait, dès que l'Europe prend un truc ou la France prend un truc, faut l'appliquer ici. Personne ne dit rien. Je sais pas, à l'époque. Oui, mais ça, c'est la faute de qui? Là, ça, c'est les Guadeloupéens. Je veux dire, ça, c'est une question de statut. Hein. C'est une question de statut, mais aussi après, si les le ministère de Guadeloupéens l'Agriculture, il est au veulent 7e arrondissement à Paris, et si on est en Guadeloupe à 8000 km, donc déjà les problématiques même, les bureaucrates sont dans leur bureau, c'est bien, ils sont là, ils ont le pouvoir décisionnel, réflexion, etc., avec les ingés, il y a toute une chaîne derrière, mais quand nous, on fait monter une information, est-ce qu'elle leur arrive? Est-ce qu'eux, ils en prennent compte? Des prérogatives. Mais ça, encore une fois, ça c'est une question de statut. Si les Guadeloupéens veulent changer, ils ont voulu, ils passent au moins à l'autonomie et après ils sont comme les autres territoires autonomes. Quelque chose qui, je pense que je vais vous apprendre, c'est pour faire des bitins, tout le monde là-dedans, et depuis nous bitins concrets, ou avoir bon monde. Et après, depuis nous, des gens qui ont fait des actions, ils ont dit, gars, ça c'est mes cafés, ils ont bloqué nos bitins. C'est toujours le même. Donc moi, je suis par l'exemple. Moi, je réussis, je vais à la réussite. Et demain, on me dira, comment t'as fait? J'ai dit, j'ai fait. Je me suis levé le matin. Et pendant que toi, j'étais dedans. Et pendant que tu allais dormir, j'étais encore dedans. C'est tout. En fait, l'ancienne génération qui avait son jardin créole, comme on a vu, c'est les mêmes qui ont travaillé pour la départementalisation, qui étaient normalement promis par vers autre chose. Oui, mais bon, à l'époque aussi, on leur avait promis, n'oubliez pas qu'on leur avait promis plus d'autonomie. Ça, faut pas. Non, mais c'est un premier pas, en fait. C'est comme Mayotte ne veut pas entendre parler de ça parce qu'ils sont très jeunes. Ils sont nés en 2007. On va dire qu'ils sont mineurs. La Guadeloupe n'est pas mineure. Je crois qu'en 2020, 2001 ou 2003, je ne sais plus, il aurait dû avoir une évolution. Il ne s'est rien passé, ça fait 20 ans qu'on se nague. 2009 c'était bien parti. Hein. En 2001. 2009 c'est LKP. Mais... Ouais. Ah oui. 2001 c'est quelque chose. Moi j'étais trop jeune. Mais moi aussi, mais bon. Bon. Voilà. Alors, est-ce que j'ai le temps? Allez-y. Par exemple, je suis porte-parole d'une association qui s'appelle Sibou Calouera, qui est en train de finir de se former. Et donc, on a un but d'éducation, de justice, d'histoire, d'économie, de social, de politique, d'agriculture. Et en fait, ça englobe tout et on essaye de répondre à toute problématique en fait, en faisant une mise en relation du réseau qui est départemental et national, puisqu'on est des Guadeloupéens expatriés aussi, moi-même qui ai vécu pas mal de temps en métropole, qui suis revenu, et donc on se ligue pour générer des solutions. Voilà. D'accord. Bon, on revient juste après la pub. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes sur notre plateau Entreprums. Donc c'est l'émission agricole. Comme vous savez, on a mis en place une chronique cette année. Nous sommes avec Monsieur Alaise et Monsieur Vatilingon qui sont avec nous ce soir pour la première fois et pour nous parler un petit peu de leur ressenti et de la manière dont ça se passe sur notre territoire. Donc là, on va partir du côté d'un point de presse qui s'est passé avec Monsieur Letchimy. Je vous laisse regarder la vidéo et ensuite on va débriefer pour voir un petit peu comment ça se passe sur notre territoire. Et est-ce que déjà je vous demanderai est-ce que ce sont les mêmes problèmes qu'il y a en Guadeloupe et en Martinique, et après on va voir un petit peu comment ça se passe nous sur notre territoire. La rencontre que j'ai eue avec Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, m'a bien montré qu'il y a un petit peu d'espoir en France.
d'accepter que des politiques locales soient organisées, structurées. Quel est le problème? On va passer en dessous de 2000 agriculteurs en Martinique. C'est la chute libre. On est passé de près de 34 000 SAU, surface agricole utile, on est à 22 000. La moitié polluée par le chlordécone. Ça, c'est un pays qui est mort. On dit qu'il faut passer à autre chose. La Martinique ne se réduit pas à 2 monocultures. Nous soutenons l'exportation de la banane et du rhum, mais nous ne voulons pas rester dans le système de monoculture. Et on veut aller vers la diversification. La Martinique n'est pas sacrifiée comme un pays d'importation massive et de consommation. La Martinique doit recommencer à produire. Donc c'est pour ça que je demande d'aller vers l'autonomie alimentaire. Et pour atteindre cet objectif, il faut des moyens financiers extrêmement importants. Ça passe par une réforme du POSEI. Nicaise Monrose, Maurice et moi, nous avons de quoi je veux dire. Il faut réformer le POSEI. Pour quelles raisons la collectivité ne pourrait pas gérer localement le POSEI? Et pour quelles raisons on ne pourrait pas retrouver des principes de soutien annuel à ceux qui produisent? Et on leur sécuriserait leur commercialisation par ce qu'on appelle la création de marchés d'intérêt régional, pour nous permettre d'organiser en tant qu'OP, c'est-à-dire organisation de production bénéficiant du POSEI, pour permettre d'améliorer la production. Nous avons aussi posé le problème de la dilapidation des terres agricoles de la Martinique. Tout le monde cache des terres pour faire béton. Ça veut dire dans quelque temps on n'a plus de terres agricoles. Donc j'ai demandé qu'il y ait une réforme pour permettre à la collectivité de se positionner. Et puis bien sûr, nous devons construire un marché d'intérêt régional. Je mire. C'est pas arrangiste tout à fait, mais c'est à peu près ça. Et à ce titre-là, nous avons besoin de soutien. C'est dans ce cadre-là que cette discussion pourrait permettre dès décembre de faire un point sur la rédaction des propositions. Et nous avons les petits planteurs de bananes. Nous avons 350 planteurs, grosso modo. Nous avons 260 caïmos, à peu près, si on ne fait absolument rien. Oui, au moins, le cas est fini. Nous avons demandé de mettre en place un dispositif. On a été vraiment très bien entendu que les petits planteurs de bananes soient sauvés. Il s'agit d'avoir une redistribution du POSEI et un soutien en trésorerie, un soutien bien sûr tenant compte des catastrophes qui ont été indiquées, un soutien pour leur permettre de faire face à leurs dettes fiscales et sociales, et surtout un système de trésorerie qui leur permette de tenir le coup. 2023 a été une année blanche. Pour quelle raison on leur impose un taux de production de 70% pour leur donner l'aide? Demandons d'effacer ça. 2024 sera difficile. Soyons pas à 70% de ce qu'on appelle le RI, de référence individuelle, mais à 30 à 40%. Et 2027, ça permettra de redémarrer. C'est cette négociation parce que avec Nicaise Monrose et Maurice, nous avons décidé d'apporter une contribution pour révolutionner. Alors, Marc Fesneau a parlé de révolution en Martinique. Oui, je veux absolument révolutionner. Mais sans faire personne mal, sans prendre un même monde. Mais il faut absolument accepter de dialoguer. Moi, j'ai 1000 hectares. Moi, j'ai 1000 hectares. 1000 hectares, bon, sur les Cabamarines, pas moi, moi, pas 1000 hectares pour moi. Soit on nous le donne, soit on va chercher des processus pour l'avoir. Et nous ne voulons surtout pas entrer dans une expropriation de quoi que ce soit. On veut que 350 hectares soient attribués à la production de sucre, au galion, parce que si jamais nous ne pas trouver 350 hectares là, nous sommes obligés de faire mes galions. Comment pas aller faire mes galions? Nous sommes obligés de frapper 350 hectares pour planter 40 galions. Et nous avons besoin de 700 hectares. Moi, je dis ces propriétaires terriens, bah, moins 300 à sous 700, pas moins, mettez à disposition petits agriculteurs. Moi, je dis comme ça, nous mettons 150, nous pouvons mettre 150 à sous manque de terre là. Et moi, je dis, louer, bah, petits agriculteurs, les former sans terre, bah, ils ont accès à des terres. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Comment on ne peut pas faire peuple et trouver des solutions par rapport à ça qui me semble essentiel? Un pays qui est ignorant par rapport à la production agricole, c'est un pays qui meurt. Un pays qui n'est pas capable de nourrir propre peuple et qui attend à ce tout pays au monde pour importer, pour vendre dans notre commercial, c'est un pays qui est tombé bas. Donc c'est ça, on va parler. Tant pis si on considère comme un révolutionnaire, c'est pas grave. La seule chose, au moins, en paix et puis consensus. Cette discussion-là, c'est plus concret que le SIOM? Ah, c'est certainement. Le SIOM, c'est le SIOM. C'est des décisions ponctuelles. Comment
comment voulez-vous changer le modèle économique et puissamment accompagner la Martinique à renaître démographiquement parlant, c'est fondamental, et à pouvoir trouver le larel pour donner à tout chacun la chance de participer à une nouvelle démocratie économique. Donc le SIOM, ce sont des solutions ponctuelles. On donne aux étudiants un voyage de plus. Ok, d'accord, c'est très bien. C'est une bonne idée. Mais c'est ça qui a modifié la trajectoire économique désastreuse dans laquelle nous sommes. Donc je dis que le SIOM est ponctuel, on accepte de discuter, mais on va au fond. Je veux un débat au fond sur des sujets essentiels, notamment ce que je viens de faire là. Et puis on peut parler des petits avantages et je crois qu'ils sont en tot, les tots qui sont donnés à droite à gauche. Mais le débat est de fond. Et c'est ce qui ne s'est pas passé avec M. Didier. Bon, pas tout seul. Nous, 8 signés que nous ne sommes pas d'accord. Bon, ça qui participe. Moi, je vais jusqu'au bout de ça, m'a dit. Vous allez rediscuter avec lui ou pas? Mais je suis ouvert à tout le monde. On peut parler dès qu'on me respecte. Le respect que j'exige, c'est pas pour moi, hein, c'est pour le peuple. Je représente un peuple et on ne respecte pas ce peuple-là. Donc on va discuter au fond. Si on va au fond, on y va. Si on ne va pas au fond, c'est des débats techniques. Discuter des débats techniques, mais au fond, il faut absolument qu'on ait les débats. Autrement, les rapports avec la République, je ne veux pas quitter la République, je veux être dans la République. Mais je veux qu'on respecte la Martinique dans la République. Alors, là, il parle de quelque chose qui nous arrive aussi sur notre territoire, c'est la chute du nombre d'agriculteurs. Alors je rappelle qu'on perd aussi tous nos marins pêcheurs, donc on a perdu les 3/4 de notre flotte, et on perd aussi nos éleveurs. C'est difficile de reprendre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ce que vous constatez sur notre territoire? L'Etsumi a tout dit, hein. Je pense que l'Etsumi devrait venir en Guadeloupe donner un peu de sang à nos élus. Parce que moi, j'ai reçu dans ma commune, enfin j'ai pas reçu dans ma commune, il y avait le président de la CNBT dans ma commune. Je lui ai posé la question pour l'eau agricole, il n'était même pas au courant. Donc, sachant que lors du dernier mandat de l'ancienne... j'oublie tout le temps son nom, désolée, qui était là avant Monsieur Losbar. Donc, elle avait dit, il me semble qu'elle, c'est pas il me semble, elle avait dit qu'elle avait mis en place des travaux pour pouvoir amener de l'eau aux agriculteurs. Est-ce que ça pour l'eau, pour le foncier, mais pour l'eau, moi je vous dis que dès que le barrage de Guaï avait fini, ils vont attaquer celui du Lamentin. Sauf que le barrage de Moreau est rempli de chlordécone. Donc du coup, tout câblement en baril là. Et là après, comme d'habitude, pas de... c'est la faute à personne en fait. Effectivement, je parlais de Madame Borel là, certain. Merci beaucoup à Jordan. Merci beaucoup pour l'information. Du coup, je pose la question pour l'eau, puisque Monsieur Letchimy parle de changer le système de monoculture, surtout qu'on sait que la monoculture, ça appauvrit en plus la terre. Donc, chaque année, on essaie de chercher une solution. Il y en a qui disent, par exemple, il faut faire une année la canne, après il faut passer à la banane pour essayer d'aérer un peu le sol. Mais si on veut aller vers l'autonomie alimentaire, il faut pouvoir planter toutes sortes d'aliments. Donc là, on a besoin d'eau. Quel est votre point de vue sur ce point-là? Déjà, l'irrigation, il faut l'avoir. Mais en plus de ça, on arrive à un dérèglement climatique. En fait, là, des fois, il fait trop chaud, vraiment trop chaud. Et après, il pleut trop. Et je me rappelle pour Fiona l'autre fois, il a plu. Enfin, chaque Guadeloupéen aurait pu remplir 10 citernes en une soirée. Et le lendemain, personne n'avait l'eau. Parce qu'il n'y a pas de citerne. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qu'il faudrait qu'on mette en place pour nos agriculteurs sur le territoire? Mais moi, Déjà, pour commencer, il faut changer le mode de pensée. Il faut arrêter, comme vous dites, de penser monoculture. Puisqu'on a déjà vu que nos élus ne vont pas mettre l'eau. C'est toute une systémique de... tu prends les engrais, tu mets ci, tu mets ça, et en plus, si tu n'as pas l'engrais, tu justifies pas, tu n'as pas la subvention, donc tu n'es pas payé. Donc tout ça, il faut casser cette chaîne-là. Et comme vous dites, en fait, les rotations culturales, c'est la prémisse qui va amener à autre chose, et qui va amener, par exemple, à des cultures associées, et qui vont donner derrière des jardins d'abondance. Mais ça, c'est, par exemple, c'est un exemple de jardin-forêt, c'est-à-dire que ça marchera sur 7 ans. C'est-à-dire qu'il faut enlever ce qui a été mis, planter des plantes qui vont réassainir le sol, comme le camanioc, l'igname, etc.
comme me faisait remarquer David, on en discutait tout à l'heure, mais tu vas vivre de quoi? Donc il faut associer les cultures à court terme, moyen terme et long terme. Donc voilà, du maraîchage, du vivrier et autre chose. Et donc du coup, de cette dynamique, là tu commences à insérer 3 strates. Et ces strates-là, en fait, vont te permettre de capter l'eau. Et donc du coup, en captant l'eau, tu vas pouvoir irriguer ton terrain naturellement. Et donc du coup, j'ai un exemple, mais son nom ne me revient pas, c'est un monsieur au Brésil qui a replanté plus de 300 hectares de forêt. Et maintenant, ça marche tout seul, en fait. Mais ça, c'est un projet sur 20 ans. Mais... Oui, c'est un projet mais ce sera les générations futures. Ou derrière, il faut déjà commencer par le mode moi, de mon pensée. côté, en court terme, Oui. on est venu me voir, on m'a dit, il y a des gens qui font des hangars métalliques solaires. Donc le solaire, c'est à eux, mais tout ce qui est sous la charpente, tu peux l'utiliser. Alors, je dis, il n'y a pas de problème, regardez ce qu'on peut faire. Et apparemment, la CDP9, elle a bloqué parce que je vais dénaturaliser le paysage. Ok. Et on utilise sur le terrain pour mettre des éoliennes. Par contre, les éoliennes de 300 mètres de haut Voilà. Qui, en plus, sont super on prend de la terre arable pour faire des champs de panneaux photovoltaïques. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, dès que l'euro pour la France pour un truc, on vient le mettre ici. Après, je vois marqué 30 hectares ont été attribués à Saint-François pour des éoliennes. Ouais, mais la base, elle est politique. Bientôt 20 hectares la montagne. C'est ça, des décisions, elles sont prises et après elles sont appliquées. Et personne ne dit rien en fait. Alors qu'on a le soleil, on pourrait foutre des panneaux solaires partout. Et on a le solaire. Déjà, Jarry, là où on est, il y a énormément de bâtiments. Ce serait une embellie, non? Avec les éoliennes, on a une centrale géothermique à Bouillon qui a été vendue à l'époque, qui est exploitée par des étrangers. Le soleil qui est éternel. Et on a la mer qui produit de l'électricité. On pourrait développer. On a la géothermie surtout. Ouais, voilà. Donc, pour en revenir par rapport à ma question là que je viens de vous poser, est-ce qu'il faudrait pas, on a déjà vu qu'il n'y a pas de façon, est-ce qu'il faudrait pas, je sais pas, développer, oui, donc développer un système, mais justement, donc développer un système avec des citernes. On a les alizés qui ramènent énormément de pluie. Ben, c'est ça, donc installer des citernes, peut-être pour les agriculteurs, pour qu'ils puissent quand il pleut, récupérer, irriguer toute l'année. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre concrètement là, aujourd'hui, tout de suite en place? On peut le mettre, mais apparemment, on dénaturalise le paysage. Donc, et si on prend de l'eau dans la rivière, c'est une fraude. Et si on cause un forêt, c'est une fraude aussi. Donc en plus, si tu as eu des subventions de 50 000 euros et qu'on voit que tu prends de l'eau dans la rivière... c'est sucré, ça y est. On te coupe tout. Hein. Là. Amende. Donc concrètement, politiquement, là on peut rien faire. Ben, c'est-à-dire que si, c'est à nous à porter la voix et à créer de nouvelles choses. En fait, donc, je pense. Si on fait un forage, ils mettent un compteur et puis on ne te passe pas un certain... En fait, il y a plein de choses à faire en fait. Mais il faut la volonté. Et c'est pas toujours la faute de l'autre. Oui, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose, enfin, faut négocier, enfin, faut au moins... Parce que l'eau de pluie, tout le monde peut avoir des citernes, récupérer de l'eau de pluie et faire tourner sur son terrain. Comme l'a dit David tout à l'heure, il faudrait que la chimie vienne en Guadeloupe pour booster un peu nos politiciens. J'en profite, je suis aussi porte-parole d'un nouveau parti politique qui s'appelle LNPK, donc c'est l'AREL national progressiste communo-ethnisme. Donc en fait, on prône le communo-ethnisme. Donc on dit que les Guadeloupéens, c'est un peuple qui est fait de différentes ethnies, de l'apport colonial, donc à différentes époques, qui ont créé des us et coutumes et un langage qui est commun à toute la Caraïbe, intercaribéen, le créole. Et donc du coup, on a développé quelque chose d'unique au monde, qui est reconnu, mais pas par l'État en soi, puisqu'on essaye de faire des choses ici avec nous-mêmes, par nous-mêmes, mais en tout temps saqué et brimé. Et donc nous, on est là maintenant pour porter la voix et surtout mettre en action. Voilà. Et du coup, dans votre parti, qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on va proposer par rapport à ça? Mais on est très jeunes, donc du coup, je ne vais pas encore m'avancer. C'est juste dire que bonjour, on arrive. D'accord. Bon, du coup, en attendant quand même que vous arriviez, est-ce que... là concrètement pour les agriculteurs, par exemple pendant la semaine on a reçu pas mal de gens, il y a un monsieur qui fait de la laitue et il me dit mon premier problème c'est l'eau. C'est l'eau. Donc comment moi il est obligé de vendre 6 laitues? avait un super réseau d'eau qui était géré par la commune et donc du coup je sais pas, j'étais pas présent physiquement mais je sais que ça a explosé et que ça a été l'usufruit de l'eau a été donné à l'époque à
Aide-moi, je sais pas le nom. C'était pas la CEMAG, mais Nantes des eaux. ouais, ça a changé. Bon. Ils donnaient même de l'eau à des pour vous dire que tellement ça fonctionnait très bien. Et l'eau était à tellement un bas coût que ils redonnaient de l'eau aussi en agricole et du coup tout a pété. Et maintenant, c'est mort. Moi, je vis à Sainte-Rose. Il y a des coupures 1 à 2 fois par semaine. Bon, l'eau, elle est polluée, ça on sait, il faut pas la boire. Mais ne serait-ce que pour la vaisselle, laver les vêtements, etc. C'est déjà une problématique d'ouvrir son robinet chez soi, quoi. Je peux pas comprendre les communes de Gosier ou de Grande-Terre. Des gens, ça fait 10 ans qu'ils achètent des bouteilles d'eau, on leur met des factures à 1000, 2000, comme il s'est passé il y a quelques temps, voire 5000 euros. Et là, j'ai entendu récemment qu'ils voulaient taxer les gens par rapport aux déperditions du réseau, alors qu'ils en ont rien à voir. Ça frise c'est de toute beauté là. Et bien évidemment, personne ne porte plainte contre les anciens de l'entreprise et le parti politique, on sera là pour ça. Voilà. Qui sont partis. Arriver à des finalités comme ça et à tenir bon. D'accord. Alors du coup, vous vouliez parler du lycée agricole. En fait, j'étais voir ce qui se passait et on m'a dit David, viens voir. Moi j'arrive, je vais au fond. Vous parlez de pendant qu'ils étaient en grève. C'est ça. Donc moi je vais au fond. Je vois du matériel. En fait, j'ai jamais vu autant de matériel en fait. Même dans un magasin agricole, il n'y a pas autant de machines. Elles sont toutes en panne. Après, je vois l'exploitation, je vois qu'il y a pratiquement 30 hectares de terrain avec du matériel et une main-d'œuvre gratuite. Donc moi, on va plus loin. Moi, je me dis, mais si moi j'ai ça, je gagne au moins 20 000 euros par mois. Au minimum. Au minimum. Ben oui. Main-d'œuvre gratuite, matériel. Et puis, toutes les machines sont en panne. Déficit. Personne n'arrive à rien. À l'occasion du BPRA, on a eu des cours au lycée agricole. C'est là où on a rencontré Swami Vaté, le chef d'exploitation. Il y avait M. Lauriette aussi qui s'occupait du pôle élevage. Ils ont une association avec Cap Créole où ils ont la race améliorée, la race bovine créole, la race aussi pour les cochons, le cochon créole noir. Et du coup, j'ai vu des belles choses, mais comme il disait, 3/4 des machines étaient en panne. Donc les élèves sont là, ils tournent un peu en rond, ils se font voler, on en revient sur le vol. On est venu, il y avait un beau taureau magnifique. Ils étaient en train de lui faire perdre du poids parce que la particularité, par exemple, de la race bovine créole, c'est que les femelles se font accoupler par le mâle en physique, que les autres c'est insémination et tout. Et donc il était un peu trop lourd et tout. 2 semaines, on est venu 2 semaines, on est revenu le mois d'après, il a disparu. 987 kilos, il faut le sortir. Et il était, je peux dire qu'on l'approchait pas. Il n'y avait qu'une seule personne qui l'approchait, c'était M. Lauriette. Voilà, dès que t'es arrivé. Donc voilà, c'est bon. Je vais plus loin sur le matériel. Le matériel sort de son endroit, je crois que c'est. Sous Zimat, je crois. Tout le monde sait à qui est sous Zimat. Je pense qu'ils se connaissent tous. Et personne. C'est du Yaka Faucon, mais bon, c'est pas grave. Personne ne dit viens m'aider à réparer les machines, on va s'arranger après. C'est ça. Mais quand c'est pour autre chose, il n'y a pas de souci. Et on peut transposer ça à plein d'autres situations, plein d'autres institutions. Nous, par exemple, pendant qu'on était en BPRA, il y a eu ces Guadeloupe Formation qui nous chapeautaient. Il y a eu un gros scandale. Il y a eu pénétration des locaux. Les dames qui travaillaient, les pauvres, c'est pas de leur faute, elles se sont mises en arrêt, elles ont eu peur, elles ont été choquées. Justement parce qu'on n'était pas payé, etc. Mon groupe, personnellement, mon groupe n'y est pas allé, mais il y a d'autres groupes, l'antenne de Petit Canal et d'autres, ils ont pété les plombs. Et pourtant, ça faisait moins de temps qu'ils étaient en formation que nous. Ah, oui. On a eu des problématiques aussi de formateurs. Des formateurs qui devaient nous former, qui sont partis en cours. On a eu des cours, par exemple, j'ai fait la comptabilité à la fin alors qu'elle devait être avant pour que je puisse présenter mon projet. C'était... Bon, après, tu sais où tu veux aller, donc du coup, tu cherches à savoir. Et bon, après, il y avait aussi d'autres intervenants comme M. Nabis et M. Lachman qui nous ont bien aidés et qui nous ont dit de ne pas lâcher, quoi. Mais si, sincèrement, waouh. Et quand je vois que c'est transposé, d'autres au lycée agricole, c'est similaire, alors qu'on a des outils qui sont aboutis, qui sont finis, comme il dit. Il y a tout ce qu'il faut pour la réussite. Mais on leur dit qu'il y a une volonté de ne pas laisser les gens se former correctement et aboutir
Et quand on en revient aussi au foncier, que les gens, ça fait 9-10 ans qui attendent. On dit qu'il n'y a pas d'agriculteurs, mais tu en as 300 qui attendent du terrain. Oui, qui attendent leur terrain. Ils attendent le terrain, ils sont là. Ils sont obligés d'aller faire cariste, ci, ça, l'autre, il va au Canada, il revient. Enfin, voilà. Moi, je suis parti, je suis revenu une fois, 2 fois. Quand même, on m'a dit, moi, sous quoi rentrer ici, l'enfant venu en but. Et comme j'étais en saison dans les Alpes, de Haute-Provence, et du coup, ma mère était en transition professionnelle. Elle passait de l'élevage à l'agroforesterie, donc elle était en pleine formation. Et elle m'a présenté à monsieur Cédric Coutelier à distance, et je lui ai acheté la vanille, il me l'a envoyé un colis. Quand j'ai ouvert les paquets, et j'avais acheté ça avec un patron de bar, donc j'ai pris un bon truc. J'ai dit, c'est quoi ça? Wow. J'ai gardé la vanille 3 ans. Je l'ai amené avec moi partout, même en Corse, ma dernière saison 2019. Et en fait, entre-temps, je suis venu en vacances et dans le droit de visite. Et en fait, je suis rentré, ma compagne m'a perdu. C'était bon, j'avais mon but. Du coup, 2 ans après, j'étais rentré. Non, 3 ans après, c'est ça. Et me voilà, aujourd'hui. Bah oui, en plus on a des jeunes qui font des retours, on a des jeunes qui font de la formation, tout ça pour l'autonomie alimentaire. Donc tout le monde nous parle d'autonomie alimentaire et personne ne fait rien pour que cette autonomie se mette en place. C'est un peu normal, hein, en fait. Parce que le porc a été agrandi. C'est l'importation, en fait, c'est l'importation qui nourrit le budget. Et si les gens mangent bien, ils auront le temps de réfléchir, ils auront le temps de penser. En fait, c'est l'autonomie qui... c'est l'importation qui alimente le budget de nos collectivités. Donc c'est quoi leur intérêt de... Mais si nous on produit un consommer, on commence à exporter. Prends un exemple. Monsieur Coutelier, qui est en pleine réussite, qui a pris à peu près 10 ans pour pouvoir vivre de sa vanille, exporte jusqu'au Japon. Il exporte au Canada, il exporte à travers le monde, il vend à des chefs étoilés, à des pâtissiers de renom. Et donc, du coup, de toute façon, on ne pourra pas tout produire, donc il faudra toujours importer. Mais on a de quoi déjà nous nourrir, nous. Oui. Et on a de quoi aussi faire des produits de qualité premium, c'est-à-dire, voilà. Donc, du produit de luxe qui va apporter une plus-value. Le miel, on a une bonne qualité de miel. Oui, d'ailleurs, la semaine prochaine, on reçoit quelqu'un qui a eu sa 22e médaille. L'Arabica typica, le cacao, c'est pareil. C'est des cultures qui étaient ancestrales et comme à l'époque ils ont retiré les gens de hauteur pour les ramener dans les plaines et pour les amener à la monoculture parce qu'il fallait renourrir la France après-guerre, etc. Et aussi il y a eu le gros cyclone, enfin bon, il s'est passé des choses. Il y a eu la politique agricole commune qui a dit aux gens, ben voilà, faites ça, faites ci, faites ça comme ça. Et donc du coup c'est des choses qui sont perdues. Mais moi par exemple j'ai participé à un projet Rita, et où on a répertorié les génétiques des vanilles de Guadeloupe. Donc la banque de données nationale, elle est à La Réunion, parce que bon, c'est La Réunion qui mène à ce niveau-là. Et donc du coup, on a pu constater que du nord au sud Basse-Terre, il y a de la vanille partout. Et surtout la côte sous le vent, il y a de la vanille partout. Et il y a aussi des cacaoteries et des champs de café abandonnés qui sont devenus sauvages, quoi. Donc, par exemple, au niveau des croisières, au lieu d'avoir des produits chinois, on pourrait très bien avoir de la vanille en vente. Donc, la distribution, la première question que je vous ai posée. On a des capacités d'industrie aussi, qui étaient actuelles, mais qui visaient à tirer vers l'autonomie. Et donc, du coup, si on est autonome, on n'a plus besoin de tout ce qui va rentrer de l'extérieur, puisqu'on le fait sur place. Donc, voilà. Donc, comme il dit, ça casse toute une dynamique qui est déjà instaurée et qui ne fait qu'augmenter. Et monsieur Le Chimi le disait très bien, on bétonne partout et ça amène où? Oui, justement. On en est même à dire aux hexagonaux de venir ici pour pouvoir peupler ici. Non, mais là, par contre, le ministre a vu il avait pété un plomb, il est revenu dessus. Je crois que Darmanin lui a dit, KVO, là, qu'est-ce que tu nous as fait? On a déjà assez de problèmes en France à régler, on va pas chercher encore les gens là. Dans la face comme ça, là, on se dit, putain, mais il n'y a pas... Non, mais Darmanin lui a dit, bon, écoute, on va lâcher ton histoire là. Ça va être pour les locaux qui veulent revenir chez eux, donc on sait que ça, le retour au pays, c'est déjà un sujet que nos politiques avaient déjà, ça faisait quand même un moment qu'ils étaient en train de travailler dessus, donc non, le ministre a dit... J'ai douté pendant les 4 ans. Pendant 3 ans, j'étais à prendre. Il y a de quoi qu'on arrive dans une situation comme ça. Il y a de quoi juste repartir faire une saison, faire de l'argent correctement. Par exemple, par rapport à la cuisine et tout, j'ai eu une dépréciation de salaire de 2000 €. Je suis arrivé à un niveau où j'étais super bien payé. Et on m'a dit non, mais c'est pas possible, je peux pas te payer ça. Non, mais il y a de quoi douter pour le retour, mais surtout il y a de quoi douter de rester. Oui.
C'est-à-dire si C'est moi, ça. par exemple, je suis allée, j'ai tout fait ici, je veux pas partir en France faire mes études, donc je vais au lycée agricole et puis arriver, déjà il n'y a pas de matériel, et arriver, j'ai pas mon terrain. Je suis sur la liste des 300 personnes. Mais déjà, quand ça se passe bien, tu n'as pas de terrain, et en plus, tu peux même pas, là, actuellement, tu n'arrives même pas à te former. Donc, Voilà, donc c'est... Et ça, franchement, je pense que c'est un problème. Au niveau de nos politiques... de nos politiciens locaux, est-ce que vous trouvez que c'est un sujet qui prennent à bras le corps pour dire bon maintenant ça suffit, on siffle la fin de la récré Il y a eu un petit et on prend le problème en main je sais et on pas le un règle. regain, mais ils se sont dit ah putain mais ça existe et tout. Oh, ben, par exemple on présente la vanille au concours national des vanilles au ministère de l'Outre-mer, on gagne la médaille d'or. Ouais. Première présentation. Alors du coup, visibilité, des émissions qui viennent, donc faut comment ça s'appelle Donc il faut courir partout pour mettre le truc en règle. c'est quoi. ça le truc, les gens qui viennent, émissions, tout le monde, tu sais, nous regarde, ça gagne des concours, donc du coup, ils se disent, ah bah tiens, et ça, voilà. Mais s'il n'y a pas un effet lumière, étoile, enfin, je sais pas si on arrive à comprendre ce que je Oui, en là, je vais gros, venir, mais s'il n'y aurait pas eu le gain, c'est ça. Mais les le truc, c'est politiques n'auraient qu'ils en pas ont parlé regardé un cette temps. histoire. Voilà, oui, on va faire. Par exemple, j'ai les voisins de ma mère qui utilisent. Ma mère produit du roucou, qui est magnifique. Ah ouais, en plus, Elle c'est produit super deux beau, variétés ça. de roucou différentes, qui est une plante ancestrale qui vient des Amérindiens, d'ailleurs. Et donc, du coup, ça s'appelle la source cosmétique et elle en fait une huile. Et donc, du coup, dans cette huile, elle a gagné le prix FEADER départemental et le prix FEADER national. Donc, monsieur Losbar est venu. Et à cette occasion, il a dit ah, mais tiens, le département a 1001 hectares de disponibles. Ils sont où? Ils sont là, hein. La forêt, elle est là. Hein. Mais c'est toujours Il y a pas, 300 jeunes qui attendent toujours. Hein. Bon, peut-être qu'eux, ils ne voulaient pas faire de l'agroforesterie, mais il faut savoir que tu fais ta formation agricole, mais c'est peut-être pas ce que toi tu voulais faire au départ, mais tu as une possibilité, il y a toujours une finalité. Donc tu t'adaptes. Et après, demain, quand tu as commencé, tu pourras peut-être partir sur ce que tu veux toi réellement. Je prends l'exemple de ma mère qui a commencé en élevage et qui maintenant, elle est dans sa forêt. Elle est la plus heureuse du monde. Voilà. de toute façon, le Guadeloupéen, dès qu'il entend pour un truc, médaille d'or. Ah oui, ça c'est Ouais, clair. comme Par ça. contre, ça je le dis tout le temps. Franchement, Après, on essaie vous des êtes fois de trop faire, fort. on essaie des fois de nous faire croire le contraire. alors que Non, pas non, du par tout. contre, non, franchement, je vous assure, on a C'est lié, énormément de Et Guadeloupéens là, il faut qui prendre le sont bons drapeau, dans le tout, nôtre, il faut le planter maintenant. Ouais, Voilà. ouais. Non, mais ça, c'est clair que. Est-ce que. Dernière question, hein. Est-ce que vous pensez, encore au niveau politique, les gens réalisent que, comme vous disiez, dès qu'on produit quelque chose, médaille d'or, donc ça veut dire qu'on peut, si on se donne les moyens, produire des produits de luxe Et bien sûr. et des produits qui vont éviter que nos jeunes soient au savez, je Je pense chômage. que c'est totalement le credo et le créneau qu'il faut qu'on prenne maintenant Mais oui, et qu'on fasse la émerger. vanille, on vend ça sur les croisières, le roucou, on vend ça sur les croisières, on peut faire des chips de bananes. En J'ai plus, vu ça dans une fonctionne épicerie bien dans les fine autres pays, les un chips assemblage de bananes. plantes médicinales des Antilles vendues à 300 € le kilo. Par exemple, 4 feuilles, 8 grand-mère au cabao. Voilà, il y a la tellement de louée. débouchés. l'aloe. L'aloe. Quand Rihanna elle avait bu l'aloe, là, ça a fait cette explosion mondiale. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où sommes-nous? On pourrait vendre de l'aloe aux touristes qui viennent dans les bateaux de croisière. Notre génération, elle veut faire en fait. De l'arbre à thé, on en a partout, le titri, les huiles essentielles. Par exemple, Ça pousse tout seul. même le noni, tout. Mais tout, On il y a pourrait tout faire. En fait, tout ce que tu ramasses là, c'est une C'est plus-value. de l'or, C'est une plus-value. exactement. Les feuilles d'amandier qui tombent par terre. C'est ça. Il y a monsieur Joseph là, qui utilise le galba. Le galba, c'est super plante, c'est un super arbre. C'est magique pour les courbatures, les douleurs, tout ça. Et je peux en citer plein d'autres. Bon, les bois d'Inde, on fait des huiles essentielles. Le roucou, c'est un colorant naturel. C'est utilisé par exemple dans le fromage de Gouda en Hollande. Les Hollandais, ils adorent ça. La curcumine, ils adorent ça. Pardon, curcumine, ça n'a rien à voir. Je suis trompé, désolé. Le roucou. C'est la roucou, pas roucouine, je ne me rappelle plus du nom du colorant naturel que ça donne, mais du coup c'est super utilisé parce que ça marche super bien, quoi. Bon. En tout cas, ce soir, c'était la première. Donc, merci, messieurs. Donc, c'était la première chronique sur l'agriculture. On va voir comment on met des Merci choses de en nous avoir place. reçus. Avec plaisir. De toutes les façons, on va suivre un petit peu tout ce qui se passe au niveau agricole. Et le mois prochain, on va... Alors, tout à l'heure, j'ai entendu parler de cacao. Oui. Vous connaissez le monsieur pour le cacao?
C'est-à-dire Là, vous m'avez parlé tout à l'heure d'une exploitation, je crois, de cacao. Non, je parlais d'en fait quand j'ai été répertorier la génétique des vanilles de Guadeloupe, c'est-à-dire qu'en fait on va en forêt, on prend un point Rapidement, GPS parce qu'on doit rendre l'antenne. et on coupe une feuille qu'on envoie, voilà. Et donc en fait on est tombé sur des cacaoteries abandonnés. C'est-à-dire qu'il y a des champs de cacao qui étaient exploités avant. Et qui ne le sont plus maintenant. Qui le sont plus maintenant. Bon, bah, je pense Voilà. que la semaine, peut-être pour la prochaine Il y chronique, a un je pense monsieur que ça cacao pourrait qui arrive, être... mais ça pousse. Ah bah, Silence, peut-être que ça pousse. pourrait être un sujet intéressant. En tout cas, nous, la semaine prochaine, il y a un miel qui a été primé, donc on va recevoir les producteurs, enfin primé, non, c'est leur 22e médaille, donc on va les recevoir, puisque là, on commence à vous présenter les produits pour Noël, bien évidemment, que vous puissiez faire votre liste de cadeaux et acheter des produits locaux à offrir comme cadeau pour les fêtes qui arrivent bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain pour moi et le mois prochain pour vous. Et nous, restez sur Canal 10 comme d'habitude. Bon week-end et bonne soirée à vous tous. Et pas oublier vive.